Alors, à l'occasion du discours d'ouverture de la présidence française de l'Union européenne devant les eurodéputés, Emmanuel Macron, notre président, a affiché devant le Parlement européen, la volonté de créer un marché unique du numérique. Mais c'est quoi exactement un marché unique européen sur le numérique? Quelles sont les conditions nécessaires pour y arriver? Les propositions concrètes que l'on peut faire pour y répondre? Eh bien, j'ai invité en plateau Édouard Janson, qui est le responsable sécurité de Capgemini, sécurité des systèmes d'information, bien sûr, et vice-président de l'ACN, l'Alliance pour la confiance numérique. Ces membres représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de la filière en France. Et nous avons également avec nous en visio Constantin Pavléas, avocat en droit des nouvelles technologies. C'est le fondateur et dirigeant du cabinet Pavléas Avocats. Bonjour, maître Pavléas. Bonjour Madame Sabatier. Merci d'être connecté avec nous. Je vais d'abord donner la parole en plateau à Édouard Janson. Vous avez publié en janvier de cette année, donc il n'y a pas très longtemps, un document de proposition de la filière pour justement la présidence française de l'Union européenne sur comment créer un marché unique du numérique de confiance. Quelles devraient être, selon vous, les mesures prioritaires de cette présidence française, là, en ce moment ? Le numérique, ça va extrêmement vite, la cyber encore plus vite. Donc une start-up française ou une PME française qui crée un produit, il a besoin d'avoir un marché domestique pour se déployer qui soit beaucoup plus large que la France. Si on regarde aujourd'hui nos concurrents qui sont les Américains, les Israéliens, ils ont un marché beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a 27 marchés domestiques en Europe. On a besoin que l'Europe devienne un marché domestique unique qui permette aux entreprises françaises de déployer beaucoup plus facilement leurs produits. C'est un exemple. Un autre exemple, dans la CN, on a 3 piliers. La cybersécurité, on vient d'évoquer le sujet, l'identité numérique et l'intelligence artificielle de confiance. Oui, parce que je vais vous dire, un marché unique, bon, aujourd'hui, on l'a quand même en Europe. Enfin, on en a construit les bases. Quelle est la spécificité du marché unique numérique? Et si je vais sur l'identité numérique, par exemple, aujourd'hui, chaque État a fait sa propre identité numérique. Demain, comment on va créer un portefeuille d'identité numérique? Si je veux avoir mon identité numérique dans les transports, c'est pas fait aujourd'hui. C'est pas interopérable. Il n'y a pas d'identité numérique européenne de haut niveau qui permettrait de se déployer. C'est un autre exemple. Je reviens sur la cyber. Aujourd'hui, vous certifiez vos produits en termes de sécurité en France auprès de l'ANSSI sur des certifications qui sont franco-françaises. Demain, vous voulez vendre ce produit en Roumanie ou dans un autre pays, la certification française, elle n'est pas reconnue. C'est un autre exemple. Et comme ça, on peut en trouver plusieurs. Sur la formation, par exemple, aussi. Un des problèmes de la cybersécurité aujourd'hui, c'est de former nos ressources, que ce soit des jeunes ou que ce soit du reskilling de personnes ayant déjà des compétences ou des expériences. C'est quelque chose qui est franco-français et qu'on n'organise que sur notre pays. Faire connaître nos métiers de la cyber, typiquement, c'est quelque chose que l'Europe pourrait faire. Il y a une agence européenne qui est l'ENISA. L'ENISA pourrait très bien pousser les messages clés sur ces métiers de la cyber qui sont passionnants, nous aider à attirer plus de femmes dans les métiers de la cyber. On est tout seul au niveau de la France à le faire avec nos petits bras musclés. Alors, on va interroger Constantin Pavléas. Maître Pavléas, on a donc là quelques exemples concrets de ce qui manque encore comme brique essentielle pour parler d'un marché unique du numérique en Europe. Qu'est-ce qui caractérise pour vous, de manière structurelle, j'allais dire, la notion de marché unique ? Oui, parce qu'on est 27 dans l'Union européenne et comme disait monsieur, on n'a pas harmonisé forcément les règles sur les domaines qui touchent le numérique. Concrètement, le marché unique du numérique, c'est un marché où les 27 États membres, les citoyens des 27 États membres se sentent en confiance. Je pense que le maître mot, en fait, c'est d'avoir des règles qui instaurent confiance à la fois des utilisateurs, des consommateurs, mais aussi des acteurs. Et on est quand même dans un domaine où le numérique est par essence en fait transfrontalier. On ne limite pas le numérique à un seul pays ou dans des frontières. On peut avoir accès à un site web qui est hébergé à l'autre bout du monde et on ne s'en rend pas compte. Mais ce qui fait la différence quand on est dans l'Union européenne, c'est que quand on est utilisateur, on sait que nos données sont protégées, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos données, on est informé de la manière dont nos données sont traitées. Donc voilà un premier exemple en fait, c'est la protection de nos données dans l'espace européen. Ça c'est un premier exemple qui existe, qui est très concret. Le règlement sur la protection des données personnelles en Europe, c'est un début de construction de marché unique numérique.
Oui, mais on y est. Et l'Europe, il faut le saluer, hein, l'Europe a une vision européenne, et la France aussi, au sein de l'Union. Il y a une véritable vision, c'est-à-dire que aujourd'hui, comment est-ce qu'on se démarque, nous, Européens, par rapport aux États-Unis, par rapport aux Chinois. On se démarque par une vision éthique du numérique. Monsieur l'a rappelé également, mais on a un règlement sur l'intelligence artificielle, mais on a beaucoup de règles. En Europe, on pose beaucoup de règles, ce qui est très bien. Maintenant, il faut une volonté politique pour mettre tout ça en œuvre. Donc, quand on parle d'un Internet éthique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire peut-être que dans les faits, les réseaux, l'Internet, la manière dont on utilise les réseaux sont à notre service et on a une information, une transparence sur la manière dont les algorithmes vont traiter nos données, vont nous permettre vont nous influencer ou pas nous influencer, et tout ça dans une sphère en fait où on n'est pas manipulé. Alors Donc, sur... si on prend... Je voulais juste faire réagir justement Édouard Janson sur ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on voit quand même l'émergence très concrète autour d'un Internet partagé sur des valeurs européennes. Est-ce que c'est plutôt le volet économique finalement qui vous semble absent de ce marché unique? Nous, en termes de cyber, on voit des États, 27 États les uns à côté des autres, 27 marchés domestiques. Il n'y a pas, quand il y a un appel d'offres fait au niveau de la Commission européenne, des choses qui mettent en avant les entreprises européennes, par exemple. Aujourd'hui, la certification, elle n'est que nationale, c'est un autre exemple. Alors que la France a des vrais atouts. On a estimé le marché de la sécurité de confiance en France à 13,4 milliards d'euros. C'est un des marchés qui a une plus forte croissance. Sur l'année 2015-2020, c'est 8,1 de croissance chaque année. Donc on a des vrais atouts en France, mais qu'on n'arrive pas à faire éclore au niveau européen, alors que nos amis américains ou israéliens déploient leurs produits beaucoup plus vite que nous. Ce que dit Maître Pavléas, c'est que finalement, on a construit beaucoup de règles autour justement de cet Internet de confiance sur les données, de l'Internet éthique qu'on est en train de bâtir. Beaucoup de règles, ce n'est pas forcément facilitateur de business. Ça dépend. Si dans l'appel d'offres, il est bien marqué qu'on doit utiliser des produits de confiance validés par les États et ça permet de pousser les produits qu'ils font derrière, parce que tout le problème est sur quoi on appuie cette réglementation. La réglementation, c'est la base. Ouais. Et derrière, il faut qu'il y ait les briques techniques sur lesquelles s'appuyer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation dans l'appel d'offres, dans la loi, qui dit il faut utiliser des produits certifiés, des produits de telle ou telle origine. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et donc, du coup, les backdoors, les portes ouvertes, elles sont un peu dans les produits qu'on embarque, quoi. Et vous voyez, vous, Constantin Pavléas, très concrètement, des barrières aujourd'hui sur un accès, une utilisation des outils et des services numériques au sein de l'Union européenne, de ces outils made in Europe? Il y a des barrières, dans le sens où, comme dit monsieur, en fait, il y a encore des règles qui ne sont pas harmonisées. Je pense que pour bien comprendre le sujet, il faut, je pense, distinguer entre les utilisateurs d'un côté et les acteurs de l'autre. Et peut-être ce qui va les consolider un peu, faire converger les intérêts des uns et des autres, c'est premièrement la confiance. Donc des règles qui soient claires, lisibles, mise en œuvre et claire pour tout le monde, aussi bien pour les utilisateurs que pour les acteurs, et puis voilà, pour instaurer une confiance et aussi avoir une réglementation. Aujourd'hui, on est en train de parler du DSA et du DMA, le Digital Services Act, le Digital Market Act, qui sont aussi là des textes très importants pour réglementer le marché du numérique et réglementer l'utilisation des plateformes, avec des obligations qui seraient imposées. Les textes sont en cours de discussion au Conseil européen, des règles qui seraient imposées aux très grandes plateformes pour faire des rapports tous les ans sur les risques systémiques de l'utilisation par les utilisateurs des réseaux. Donc c'est très bien, on va dans le bon sens, mais est-ce qu'on va aussi loin qu'il faudrait, alors qu'aujourd'hui on est en train de parler dans l'intervention précédente du quantique, ouais. Les Américains, les géants de la tech américaine nous parlent du métavers, sans citer qui en particulier.
est-ce que le métavers aujourd'hui, l'Internet du futur, mais qui est déjà à nos portes, est-ce qu'il est aujourd'hui clair et réglementé pour l'utilisateur européen? Moi, je n'en suis pas certain. On avait des exemples dans les pilotes du métavers où une personne se faisait agresser, enfin l'avatar d'une personne se fait agresser sur le métavers. Quel est son recours? Comment ça peut se passer? Aujourd'hui, on est dans un vide juridique. Donc là aussi, je pense qu'on a peut-être quelques efforts à faire supplémentaires, nous, Européens, pour clarifier les choses, poser des principes et les mettre en œuvre. Et il y a aussi un sujet, c'est la fiscalité. On va faire réagir quand même Édouard Janson. Excusez-moi, vous êtes deux aujourd'hui pour la conversation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est parce qu'on ne va pas assez loin dans la réglementation, dans la certification, qu'on ne crée pas ce marché unique sur le numérique? Typiquement, pour rebondir, la clé de voûte de la confiance et de la cybersécurité, c'est le chiffrement. Aujourd'hui, le chiffrement qu'on utilise ne sera pas le chiffrement de demain. Monsieur évoquait le quantique. Il existe des briques de chiffrement post-quantique qui permettent de résister à l'arrivée des ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, il n'y a aucune consigne, aucune réglementation, rien. Alors que si demain, il y a un calculateur quantique qui existe, ça cassera tous nos chiffrements et toutes nos communications seront en clair. Et tous nos échanges sont en clair. Et comment on fait pour avoir ces discussions communes, finalement, avec l'ensemble des États membres, puisqu'on a une Europe qui est hyper fragmentée? C'est tout le rôle d'un organisme comme le nôtre qui représente les acteurs du secteur. Aujourd'hui, c'est 100 entreprises, que ce soit des start-up, des PME ou des ETI ou des grands groupes. C'est les 10 leaders nationaux qui sont au sein de la CN. On écrit des points de vue, on contacte les députés, on contacte l'ENISA, on contacte l'ANSSI, on a une personne à Bruxelles, on fait Mais vous pourriez vous ouvrir, l'Alliance pourrait devenir une alliance européenne? Vous avez essayé déjà? Alors il existe au niveau européen un organisme qui s'appelle l'EXO, qui regroupe les différents acteurs européens d'édition de produits en termes de sécurité, mais ce n'est qu'une partie. L'ANSSI envoie des représentants à l'ENISA de telle façon que la voix de la France soit entendue. Quand il y a une loi qui sort, on écrit des points de vue, on envoie, mais on est aujourd'hui, je pense encore, pour reprendre l'image de tout à l'heure, 27 à faire la même chose séparément, quoi. Très fragmenté encore. Et donc, comment on sort de cette situation? Parce que les points de vue, les tribunes, vous venez en plateau en parler, très bien, mais quelles seraient les propositions concrètes? Je vais vous poser la question, puis je poserai ensuite la question à Maître Pavlias. Dans les propositions concrètes, il y en a une qu'on a faite au président dans le cadre de la présidence européenne, c'est sur l'identité numérique. Définir un portefeuille des identités numériques qui puisse accueillir l'identité qui est quelque chose de régalien de chaque pays, mais aussi ça aujourd'hui, ça n'existe pas. On a parlé de la certification, faire une certification des produits européens, ça n'existe pas. On a évoqué le sujet de la formation. Il y a des normes quand même au niveau européen aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il existe une norme internationale qui s'appelle les critères communs. L'ENISA a dit qu'elle allait le transposer au niveau européen. Ce n'est pas fait. À l'opposé, il y a une certification beaucoup plus light qui s'appelle le CSPN qui a été lancé en France. Les Allemands regardent pour faire la même chose, mais ça c'est sur la sécurité? Oui, c'est la certification des produits, parce qu'à un moment donné, vous avez la contrainte réglementaire, vous implémentez des produits. Si le produit n'est pas de confiance, ça sert absolument à rien. Donc il faut être sûr qu'il y a un tiers qui ait certifié ces produits. Et aujourd'hui, ces certifications, elles sont que nationales. Que nationales, oui. Alors que si demain, l'éditeur français veut déployer au niveau européen, il faut que cette certification, elle soit européenne. Et du coup, son marché domestique, pour reprendre ce que je disais au début, s'étende d'un pays à 27 pays. Ce qui lui permettra de concurrencer beaucoup plus les Américains et les Israéliens. Travailler sur une identité numérique européenne, travailler sur la certification de confiance au niveau européen. Travailler sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, si je reprends l'étude qu'on a faite, en France, on est 70 000 à travailler dans le monde de la cyber. On estime qu'à 4 ans ou 5 ans, on va passer à 120 000. Les écoles ne forment pas le delta qui va bien. Donc comment on reconvertit, comment on forme? C'est quoi un diplôme en termes de cyber? Comment on le reconnaît? Ça, c'est pareil, chaque État, chaque pays le fait dans avec des équivalences, c'est ça? Avec des équivalences européennes. Des diplômes avec des équivalences européennes. Voilà, donc ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est un autre axe, une autre idée pour faire avancer la solution, alors qu'on a des vrais savoirs, des vraies formations, des vraies expertises. On a un nombre d'ETI, de PME, de start-up en France hallucinant.
mais comment aujourd'hui on les fait connaître, on les aide à Et se j'allais développer. dire, dans les autres États membres, j'imagine qu'ils ont aussi des pépites et qu'il serait bon de les connaître également. Maître Pavléas, donc on a vu quelques propositions concrètes. Quels sont, selon vous, les engagements que devraient prendre les États membres pour construire véritablement ce marché unique numérique ? Oui, alors déjà, je rejoins les propositions de M. Janson qui me semblent très concrètes. Ah, alors c'est dommage. On vous a perdu au moment des propositions très concrètes. Ah, Vous êtes de retour ? oui, vous m'entendez? On vous entend. Allez-y. Oui. Non, je disais que je rejoignais ce que disait M. Janson, mais si on prend aussi un peu de hauteur, je pense que des propositions concrètes, ce serait des dictées, des règles de souveraineté européenne sur l'utilisation des technologies. On parle beaucoup de cloud européen, mais on voit que pour y parvenir, certains acteurs s'allient aux géants de la tech américaine, ce qui pour moi est une contradiction. Je pense qu'on a beaucoup à faire sur le fait de promouvoir les acteurs européens, de promouvoir les technologies européennes, y compris par la réglementation et par le fait dans les appels d'offres, d'avoir des règles de souveraineté, c'est-à-dire des technologies qui ne seront pas sujettes aux lois extraterritoriales américaines, par exemple. On a eu des exemples dans l'agriculture numérique, des plateformes qui ont été faites avec des technologies européennes. On a eu moins de chance avec la santé en Europe, où le Health Data Hub a utilisé des plateformes américaines. Je pense qu'un axe pour le marché unique européen, c'est l'utilisation de technologies européennes qui va promouvoir et favoriser les acteurs européens. Sur le Health Hub, d'ailleurs, on a appris qu'il n'y aurait pas de nouvel appel d'offres qui serait lancé avant la prochaine présidence. Donc bon, ça repousse un peu le problème. Même si on arrive à construire ce marché européen, on n'arrivera pas à la dimension d'un marché comme le marché chinois ou américain. On ne parle pas tous la même langue, on a des différences culturelles importantes. Est-ce que ce n'est pas un peu une idéologie? On court vers quelque chose qui sera de toute façon pas forcément aussi efficace que vous l'imaginez? Une façon de vous répondre est de prendre un contre-exemple. Aujourd'hui, il y a des pays africains ou des pays du Moyen-Orient qui viennent chercher des produits européens parce qu'ils ont plus confiance. Donc il y a moyen d'avoir un marché domestique sur les 27 pays et plus large. Ils ne viennent pas chercher des produits français ou allemands, ils viennent chercher des produits européens. Ils viennent chercher des produits français, c'est une marque de allemands, fabrique parce déjà que c'est une marque de confiance, c'est une marque de fabrique, et qui savent qu'on est transparent, qu'on est éthique dans les produits et dans ce qu'on fournit. Et donc ce marché, il existe déjà quelque part, mais on va à deux à l'heure. Et sur un marché où les technos vont très vite, on va trop lentement et on se fait bouffer parce qu'on ne va pas assez vite. Et s'il y avait ce marché domestique de 27 pays qui existait, on irait beaucoup plus vite et on pourrait avoir plus de licornes, pour reprendre un terme à la mode, et faire éclore beaucoup plus d'entreprises, qu'elles soient françaises, allemandes ou espagnoles. Et alors, quels seraient justement les principaux clients de ce marché européen? Vous avez cité l'Afrique? Oui, j'ai cité l'Afrique, mais j'ai cité le Moyen-Orient. On peut citer différents pays aussi dans le monde de l'Asie. C'est tous les secteurs d'activité. On a une très bonne réputation, aussi bien dans les secteurs de l'industrie, parce qu'il y a tout le sujet de l'informatique de gestion, mais il y a aussi l'informatique embarquée dans nos chaînes de production, mais aussi dans les produits. Donc le sujet, il est extrêmement vaste. La confiance, elle n'est pas que dans le SI de gestion et que dans le terminal qu'on peut avoir de notre ordinateur. Elle est beaucoup plus large que ça. Et ça touche tous les secteurs d'activité. Et on parle souvent des opérateurs d'importance vitale, donc les entreprises les plus sensibles. C'est le même sujet. On voit bien aujourd'hui les tensions qu'il peut y avoir en Ukraine. On se pose tous des questions de savoir quel va être l'impact sur nos systèmes d'information. Alors, par industrie, il y a des initiatives aujourd'hui européennes sur justement les opérateurs d'importance vitale. Ils travaillent ensemble sur ces nouveaux enjeux du numérique. Mais bon, on vous dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure et à l'échelle supérieure aussi. Quels sont les freins On va poser d'abord la question à Maître Pavléas, puis je la poserai également à vous ensuite. Quels sont les freins que vous voyez aujourd'hui, justement, à la construction de ce marché unique numérique? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer plus vite? Un des freins, ça peut être la fiscalité. Je pense que on n'harmonise pas, on n'a pas harmonisé encore la fiscalité. On discute d'une taxe sur
sur les GAFAM, sur les grandes plateformes. Je pense qu'on a un effort à faire pour harmoniser la fiscalité des services numériques au sein de l'Union européenne. C'est un grand sujet, mais je pense, un sujet qui sera important pour mettre les entreprises européennes à la même enseigne dans les 27 États européens, pour qu'il y ait véritablement là, du coup, de ce point de vue, un vrai marché où toutes les entreprises dans toute l'Union des 27 pays sont fiscalisées de la même manière quand elles vendent. Quand une entreprise hongroise vend des biens numériques à une plateforme accessible aux citoyens, les consommateurs français, que la fiscalité soit la même que lorsque une société française vend des biens à une société grecque, par exemple. Vous en voyez d'autres, des freins comme ça qu'il faut lever de manière urgente? Alors pour ne pas reprendre les points déjà évoqués, j'en rajouterai un nouveau qui est l'interopérabilité entre les différentes technos, les différents produits. On évoquait l'identité numérique tout à l'heure. Comment aujourd'hui l'identité française va être reconnue si demain j'achète un service en Allemagne ou en Pologne? Donc ce sujet d'interopérabilité entre les techniques et les produits nationaux. Qui avance par exemple avec des sujets comme le pass vaccinal, où on se met d'accord sur des applications, des reconnaissances qui certifient certains points importants qui nous permettent de voyager entre les États membres? Je ne suis pas expert du sujet, mais je crois que l'application française, elle était que française, quoi. Donc, non, je parle du pass vaccinal, où là, on est justement passé à l'échelle européenne. Oui, effectivement, le papier qui nous est remis est un papier européen qui a été avec un QR code qui est valable dans tous les pays. Mais on n'en est qu'au début, quoi. Donc fiscalité, identité, si je résume les deux priorités. Très bien. Et interopérabilité. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Maître Pavléas, avocat en droit des technologies, Pavléas Avocat, c'est votre cabinet, et Édouard Janson, vice-président de l'ACN et responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Capgemini. Merci pour vos éclairages sur ce marché unique sur lequel il faut accélérer. À suivre dans Smart Tech, on va parler de la présidentielle avec le sacre du numérique.